Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres de ce journal. Le président de la République au chevet des familles endeuillées à Hambourg après le chavirement tragique d'une pirogue tentant de rejoindre l'Europe dimanche dernier. Bassirou Diomaye Faye convoque la responsabilité des parents et annonce la mise en place de numéros verts pour dénoncer les convoyeurs. Avant lui, le ministre des Sports et de la Justice s'y était rendu. Et puis le président de la République s'est également rendu à Kaolack cet après-midi. C'est dans le cadre de la célébration du Gamou. Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son engagement envers la gestion des affaires religieuses dans le cadre de la gouvernance nationale et annonce la mise en place effective d'une direction des affaires religieuses. Et à Tivavone, jour J-4 avant le Gamou, les préparatifs battent leur plein. Dans certaines maisons, tout est fait pour accueillir correctement les fidèles. Les logements sont nettoyés et rénovés. Les provisions sont faites et pour mieux gérer les dépenses liées à l'événement, des subventions ont été distribuées aux familles. Je vous le disais dans les titres, le président de la République au chevet des familles des victimes du chavirement de la pirogue Hambourg, Bassirou Diomaye Faye s'y est rendu cet après-midi. Le chef de l'État convoque la responsabilité des parents et annonce la mise en place d'un numéro vert pour dénoncer les convoyeurs. Je vous propose de l'écouter. La nation est en deuil. Et la situation est particulièrement insoutenable. Ce qui est arrivé ici à Hambourg, qui est arrivé quelque peu partout sur les côtes du Sénégal, est le fait des filières de migration qui sont, il faut le dire, dans le trafic d'êtres humains, qui exploitent le désespoir de cette jeunesse et qui leur vendent le rêve d'un avenir meilleur. Mais je voudrais dire que la traque sans répit contre ces vendeurs d'illusions, ces vendeurs de la mort, va s'intensifier dès à présent. Il nous appartient ici, tous, hommes et femmes, jeunes et adultes, gouvernants et citoyens, de nous mettre autour d'un projet de construction de ce pays et de croire à l'espoir, de croire à la possibilité de changer par nous-mêmes et pour nous-mêmes le visage de notre pays. Il y va de notre responsabilité à tous. Je voudrais aussi appeler les familles à mettre moins de pression à ces jeunes. Donc, les forces de l'ordre font un travail remarquable. Ils vont encore l'intensifier, mais il faut que les populations, quand ce numéro vert-là sera mis en place incessamment, qu'ils se mettent à dénoncer les filières de migration et à dénoncer tous ceux qui sont en train de convoyer des jeunes. Et avant cela, le ministre des Sports et de la Jeunesse s'y était rendu également dans l'après-midi pour présenter ses condoléances. Il a affirmé que l'État travaille sur une solution durable à ce fléau, bien que cette solution ne puisse être mise en œuvre immédiatement. Le maire de Hambourg, qui l'a accueilli, a défendu son frère actuellement en détention pour avoir organisé ce voyage, précisant qu'il ne s'agissait que d'aider des proches qui constituaient la majorité des passagers. Ce 11 septembre également, le Khalif de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niasse, a reçu le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. C'est dans le cadre des préparatifs du Gamou, très sensible à la question de la migration irrégulière. Le guide religieux a souligné que le Sénégal dispose de potentiels économiques capables de développer le pays. Écoutons Cheikh Mahi Ibrahima Niasse. Nous sommes vraiment contents de votre visite ici à Medina Baye. Le retard noté sur votre venue ici à Medina Baye n'a jamais été un souci pour nous. Vous avez d'autres priorités. On vous a élu pour développer la santé, l'éducation, l'agriculture et les autres secteurs d'activité. Nous voulons que le Sénégal soit développé pour que ces jeunes qui bravent la mer au prix de leur vie arrêtent de le faire.
Ils peuvent trouver ici ce qu'ils cherchent ailleurs si nous valorisons les potentialités économiques que nous avons dans notre pays. Trouver du travail, ce n'est pas seulement dans les bureaux. Il y a aussi d'autres secteurs pourvoyeurs d'emplois. L'agriculture constitue un secteur très important, raison pour laquelle nous avons aménagé un champ à Taïba Niassène qui fait environ 400 hectares. Espérons d'ici quelques années, ce champ va porter ses fruits et ça sera vraiment bénéfique pour les populations locales. Le Sénégal a vraiment besoin de prières pour sortir de ces difficultés que rencontre le monde actuel, parce que le Sénégal est une partie de ce monde. Nous prions aussi pour que le Sénégal puisse faire partie des pays les plus développés. Et puis le président de la République a réaffirmé son engagement envers la gestion des affaires religieuses dans le cadre de la gouvernance nationale. Il a d'ailleurs annoncé la mise en place effective d'une direction des affaires religieuses destinée à promouvoir le dialogue interreligieux et à renforcer l'inclusion sociale. Écoutons-le. Nous avons déjà une croyance avant d'être au sommet de l'État et nous avons l'espoir de continuer sur cette lancée. Nous prions Dieu pour que cette croyance puisse continuer. La religion occupe une place importante dans notre vie. J'ai la conviction aussi que la religion fait partie des piliers de développement d'un pays. La croyance est au-dessus de tout. Après la création de l'homme, pour la bonne marche des sociétés, Dieu a créé la religion avec des lois et des règlements. Donc, ceux qui représentent la religion dans le pays, nous les voulons respect et considération, car leur mission c'est de guider les populations sur le bon chemin et enseigner la religion aux populations. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est de respecter ces guides religieux. Nous devons être à leur côté parce que la mission est lourde. Dieu a fait que les autorités étatiques doivent forcément collaborer avec les autorités religieuses. Et c'est pour la bonne marche du pays. Nous assumons cette responsabilité. Il est vrai que l'État est laïque, mais nous n'avons pas la même conception de cette laïcité qui n'a pas de religion, parce que nous ne croyons pas que la laïcité doit être à l'écart de la religion. Au Sénégal, la liberté de culte est garantie par la Constitution et nous avons juré de respecter et de faire respecter cette Constitution. Nous devons protéger cette Constitution pour garantir la liberté de culte. Notre devoir, c'est de protéger les populations, quel que soit le choix qu'elles ont pour pratiquer leur religion. Tout ce qui est infrastructure dans cette cité religieuse, nous allons faire tout pour que cela se réalise. D'ici peu, voire les semaines à venir, nous allons choisir quelqu'un pour la gestion des affaires religieuses. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire était en visite à Tivavone. Profitant de l'occasion, il a présenté ses condoléances aux Sénégalais suite à ce drame. Moussa Bala Fofana exhorte la jeunesse à rester au pays et participer au développement. Je vous propose de l'écouter. Concernant le drame qui est survenu au niveau de Mbour, j'aimerais dans un premier temps exprimer toute la souffrance et la douleur que nous partageons avec les familles qui ont perdu des êtres chers et nous savons que ce n'est jamais facile. Nous demandons au Créateur de leur donner la force de pouvoir supporter ces moments difficiles. Et surtout, j'aimerais lancer un message à notre jeunesse. Cette jeunesse qui a joué un grand rôle dans le changement qui aujourd'hui a été observé au niveau de ce pays. Et dire à cette jeunesse qu'ils sont aussi les acteurs de ce développement-là. C'était une chose que de nous battre pour le changement, mais c'est aussi une chose que de se battre pour que nous puissions mettre en œuvre. Et nous avons besoin de tout le monde. Voyager fait partie de la vie, mais voyager quand on peut le faire dans des conditions qui préservent notre intégrité physique et morale. Certains risques ne sont pas à prendre. Et j'aimerais vraiment rappeler à la jeunesse que
en tant que croyants, nous devons accepter que dans la vie, nous puissions avoir des moments de difficulté, des moments de défi. Ça fait partie de l'existence. Mais nous ne devons jamais, devant nos difficultés, aller jusqu'à mettre en péril notre existence et priver ainsi de nos familles des membres qui nous sont très chers. Donc il faut éviter d'aller à certains extrêmes. L'autre chose, c'est que j'aimerais aussi rappeler à cette jeunesse que nous comptons sur eux ensemble pour changer ce pays. À Tivavone, les préparatifs du Gamou battent leur plein. Dans certaines maisons, tout est prêt pour accueillir les fidèles. Les logements ont été nettoyés ou rénovés et les provisions ont été faites. Et pour mieux aider les familles à gérer les dépenses liées à l'événement, des subventions leur ont été distribuées. Reportage sur place à Léosor. Communion dans cette cour familiale, le cahier à côté, ces femmes ont déjà fait le bilan annuel des cotisations du Gamou. Tout est fin prêt pour accueillir les fidèles. Nous sommes en train de se préparer. Tu as vu déjà que les femmes sont là, en train de faire le linge, en train de faire le ménage, le grand ménage, pour vraiment accueillir les pèlerins. On a des femmes qui sont là en train de faire leurs activités pour, comme on le dit, des avec quoi, mais avec pour Mauloud. Donc chaque dimanche, on a des versements dans nos caisses. Bon, nous sommes en train dans des grandes sommes, hein, parce que tu sais qu'il y a tellement de dépenses pour le Mauloud, de telle sorte que ça ne peut pas sortir dans la poche des hommes. Après la maison d'Almata, nous voilà dans une autre. À peine la porte franchie, principale remarque, du riz dans plusieurs plats avec des dames qui s'en occupent, elles rassurent. Tout est fait prêt, on est sur les préparatifs en plein pied. Donc il y a les poulets, il y a les bœufs, il y a les moutons. Tout est fait prêt pour faire plaisir aux pèlerins. Il reste seulement les tentes qui vont venir très bientôt, mais à part ça, tout est prêt. Retapage, nettoyage, organisation entre autres, c'est ce qui campe le décor au quartier Kouli. Les habitants s'activent pour accueillir les fidèles et les mettre dans de bonnes conditions. Et puis 16 personnes ont perdu la vie brûlée vive dans un accident à Ndangalma. Le drame relance le débat sur la sécurité dans les transports en commun. Les bus sont censés être équipés d'extincteurs et ce n'est toujours pas le cas et leur utilisation efficace en cas d'incendie reste problématique au niveau de certaines gares routières. Les chauffeurs avouent que face à la panique, ces dispositifs sont souvent oubliés. Les usagers expriment leurs inquiétudes dans ce reportage d'Aïssatou Kane. Derrière le stade Amitié, des bus interurbains sont garés sous le soleil. Les apprentis s'activent autour des véhicules. Un d'entre eux vérifie un élément souvent peu remarqué, les extincteurs. Tous les bus contrôlés en sont équipés. Il affirme savoir les manier. Cependant, un membre du cadre unitaire des transporteurs routiers trouvé sur place se montre sceptique quant à son efficacité réelle. Tous les bus sont équipés d'extincteurs destinés à éteindre un feu en cas d'incendie. Cependant, lorsque le feu atteint une certaine intensité, l'extincteur devient inefficace. À part ça, le porte-parole du syndicat national des transports de proximité pointe lui du doigt l'absence de sensibilisation de l'Agence nationale de la sécurité routière. Contrôle routier de contrôler l'extincteur est-ce qu'il est en marche ou non? Est-ce que ce sont les contrôleurs qui devraient vérifier si les bus sont équipés d'extincteurs, s'ils fonctionnent correctement et si les conducteurs savent les utiliser. La question est de savoir si l'agence en charge fait bien son travail de sensibilisation. Mais est-ce que l'agence sensibilisation ci sécurité routière? À un autre arrêt de bus, cette fois à Padoua, un chauffeur exhibe fièrement son extincteur. Voilà.
Pourtant, il admet que dans les situations de panique, certains conducteurs oublient d'utiliser l'extincteur. Tous les bus en possèdent, mais personne ne vérifie si les extincteurs sont encore valides. Parfois, en cas d'urgence, les conducteurs paniquent et ne parviennent pas à les utiliser. Entre panique, manque de formation et absence de sensibilisation adéquate, l'extincteur semble ainsi parfois relégué au second plan dans le quotidien des transporteurs. Et à Bambilor, les habitants du quartier Diacksao dénoncent l'accaparement de leurs terres par des privés. Ils dénoncent l'octroi de plusieurs hectares de ces terres, l'octroi illégal de plusieurs hectares de ces terres à ces privés et déterminés à défendre leurs droits. Ils interpellent les autorités. Babacar Seck. Sont sortis en masse pour s'opposer à l'occupation de 5 hectares réclamés par des particuliers. Elles dénoncent des tentatives d'occupation du foncier de manière illégale par ces derniers. Depuis quelque temps, une crielle d'ordre de prédateurs fonciers, doublée d'arnaqueurs et de manipulateurs, assaillit la quiétude des populations de Diacksao ou Bambilor dans le but de la spolier de ces terres légalement acquises. Les terres en question ont fait l'objet de la délibération légalement établie par la mairie de Bambilor suite à un lotissement effectué par M. Alpha Bokar Khouma dit Pape Sow, en son temps promoteur immobilier et actuel maire de Sangalkam. Comment l'État du Sénégal peut-il affecter des terres légalement acquises par d'honnêtes citoyens en 2018 à un particulier en 2023 ? Les populations de Diacksao se disent déterminées à défendre leurs terres et interpellent les autorités. Au premier chef des interpellés, le président de la République, le premier ministre, la presse et toutes les forces vives du pays est prise de justice. Maintenant, la population de Diacksao, plus que jamais déterminée, ne compte nullement se laisser spolier. Pour cela, nous réitérons notre appel à l'autorité pour qu'il prenne ses dispositions afin que l'irréparable ne soit pas commis ici à Diacksao Bambilor. Pour rappel, une dizaine de maisons et des fondations ont reçu des arrêts d'escos, ce que contestent les populations de Diacksao Bambilor. Et puis hier, en Conseil des ministres, Aminata Niang-Diène a été nommé recteur par intérim de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants saluent le changement tout en exprimant leurs attentes qui tournent autour du renforcement de la sécurité et de l'amélioration des conditions d'études et de logement. Aïsatouka y a fait un tour. Les étudiants pressent le pas pour rallier l'amphithéâtre. Avec l'arrivée du nouveau recteur par intérim, il veut que la sécurité soit renforcée dans ce temple du savoir. Les attentes qu'on attend sur les quatre, c'est surtout le renforcement de la sécurité des étudiants, à savoir au sein de la campus sociale et aussi dans la campus pédagogique. Et aussi un renouvellement de fonctionnement aussi des activités, surtout l'activité sociale, les restaurants. Imagine-toi un étudiant qui a un examen, donc il n'aura pas le temps de prendre de 30 minutes ou bien 20 minutes sur les rangs pour accéder, de prendre son petit déjeuner ou son repas. Les attentes sont ailleurs. L'étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines voudrait que les étudiants aient plus de temps pour préparer les examens. J'ai lu l'information hier et vraiment, j'en ai hâte de ce changement parce que les attentes sont vraiment la manière dont on accélère les cours et la manière dont on programme les examens, c'est un peu rapproché. Et il ne donne pas assez de temps pour les étudiants de préparer leurs examens. Par exemple, je vais vous donner le cas des masters. Là, ils ont fait 2 semaines ou 3 semaines de cours et on les a programmés des examens. Ça, c'est aussi très dur pour les étudiants parce que eux, ils n'ont rien que leurs études. Le changement est également apprécié par Mbassou Faye. Ce professeur s'attend à une amélioration des conditions de vie des étudiants. Nous avons eu l'information hier que le recteur a été remplacé par intérim. Aminata Niang-Diène est actuellement le recteur qui est au niveau de l'UCAT.
nous l'apprécions. Les attentes, comme les étudiants, les attentes, c'est en réalité revenir sur la situation de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, essayer en quelque sorte de corriger beaucoup de les vices et les tares qui gangrènent le milieu, essayer en quelque sorte de mettre les étudiants aussi dans de très bonnes conditions. Je pense qu'on ne peut parler des attentes sans parler de ça. La gouvernance de l'université Cheikh Anta Diop fait peau neuve. Aminata Niang-Diène est nommée recteur par intérim hier en Conseil des ministres. Un changement bien accueilli par les étudiants. Une cinquantaine d'experts venus de 20 pays d'Afrique se retrouvent actuellement à Dakar pour un pour un atelier de formation sur les variabilités et les prévisions climatiques. L'événement a lieu en partenariat avec le National Oceanic et Atmospheric Administration, la NACIM, qui participe à l'événement, prévient les populations sur des pluies à venir durant le Gamo. Elisabeth Grastine. Après la Turquie, c'est au tour du Sénégal d'accueillir la 6e édition de la rencontre internationale sur les outils de prévision et les outils concernant la variabilité climatique. Co-organisée par Anexim et NOAA, elle vise à capaciter davantage les services météorologiques. L'objectif final de cet atelier, c'est de pouvoir renforcer les capacités des services météorologiques nationaux d'Afrique sur la prévision, en quelque sorte. Vous savez bien que cette année, cette saison de pluie, vous avez sans doute entendu parler des événements pluvieux qui ont engendré beaucoup d'inondations sur les pays du Sahel, mais aussi au niveau du Sahara. Donc on est confronté dans le contexte du changement climatique à la recrudescence des phénomènes extrêmes. Et dans ce cas de figure, National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA a fait de l'ANACIM, Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, un innovateur dans le domaine climat-santé. Et cette météo nous a beaucoup renforcés depuis vraiment 2016. Il nous a renforcés en termes de compétences techniques. Donc, ce qui nous a permis aujourd'hui vraiment d'être pionniers dans ce qu'on appelle climat-santé. On est parvenu, grâce à la NOAA, à mettre en place un système d'alerte précoce fonctionnel. Il faut le préciser. Ce système d'alerte fonctionnel est d'autant plus nécessaire que les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes. L'ANACIM s'est profité de l'occasion pour alerter les populations par rapport à la célébration du Gamo prévue dimanche prochain. Des pluies sont attendues. Bon, par rapport au Gamo, nous avons prévu des conditions humides pour la période du Gamo entre le 14, le 15 et le 16. C'est des conditions humides, donc des pluies qui sont attendues sur une bonne partie du territoire sénégalais pour la période du Gamo. Entre-temps, on est en pause pluviométrique, donc aujourd'hui, le 11, 12 et 13, c'est une pause pluviométrique qui va s'observer sur une bonne partie du pays. Afin de donner des prévisions plus fiables et en temps réel et de permettre aux populations, aux décideurs et à l'État de prendre des précautions pour réduire les risques de catastrophes dont les inondations et les vagues de chaleur qui peuvent engendrer des risques, 50 experts venant de 20 pays d'Afrique sont accueillis par le Sénégal ce mercredi. Ou bien de la prévision. À Nioro, face aux nombreuses complications observées chez les femmes enceintes en période d'hivernage, l'association Nioro Assistance Médicale initie des journées de don de sang et de consultations gratuites et avec une collecte de près de 100 poches. Les organisateurs se disent satisfaits. Sekou Diallo. 2 femmes sont victimes d'anémie pendant la grossesse ou d'hémorragie lors des accouchements dans les structures de santé du département de Nioro. Pour faciliter la prise en charge de ces complications, NAM, Nioro Assistance Médicale, organise des journées de don de sang. Le choix de don de sang se justifie par le fait que nous sommes dans une zone rurale où vraiment les activités principales sont dominées par l'agriculture donc et l'élevage. En cette période, on constate que vraiment les populations sont très fatiguées et aussi c'est une période aussi qui coïncide à un taux d'accouchement très élevé au niveau donc des postes de santé et sur ce donc les populations ont souvent besoin de sang, mais aussi Nioro se trouve sur l'axe de la RN4
et souvent il y a des accidents, n'est-ce pas, où les blessés nécessitent aussi, n'est-ce pas, ces dons de sang-là. C'est pourquoi on a choisi, lors de nos activités, donc de démarrer toujours par une activité de don de sang. L'encadreur de Nioro Assistance Médicale est rassuré par les résultats qu'il a obtenus à l'occasion de cette journée de don de sang. D'autres activités de consultation gratuites sont également organisées à Gentekai et à Kermandongoa. Donc chaque année, Nioro Assistance Médicale a l'habitude donc de faire 2 communes du département pour les apporter donc des soins médicaux, donc dans le cadre donc de notre objectif qui est l'accès aux soins médicaux, n'est-ce pas, aux populations, surtout aux populations rurales. Nioro Assistance Médicale appelle les autorités locales à soutenir de telles initiatives car les coûts des activités sont parfois trop lourds. Et à Matam, une vingtaine de jeunes hommes et femmes âgés entre 18 et 40 ans ont suivi une formation en élevage. L'initiative entre dans le cadre du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. L'objectif est de former 1000 jeunes d'ici à 2027. Et pour la phase 2 de ce projet, des kits de démarrage ont été remis aux participants pour les aider à mieux lancer leurs activités. Amadou Mardialo. Phase 2 du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, une vingtaine de jeunes et de femmes ont bénéficié d'une formation en embauche de vignes. Une porte pour ces derniers d'intégrer le marché de l'entrepreneuriat. Donc ici, la fin est prévue en 2027. Donc former 1000 jeunes femmes âgées entre 18 et 40 ans. Dans des métiers donc porteurs en milieu pastoral. Ces métiers ont été identifiés à la suite donc d'une étude donc confiée à un consultant. Et il y a plusieurs métiers. Déjà des métiers qui n'ont rien à voir avec l'élevage. Il y a des métiers de couture, des métiers donc liés à la coiffure, à la transformation donc des produits alimentaires. Donc à la javellisation, sa modification et même à l'électrification. Après 3 mois de formation, ces jeunes et femmes ont bénéficié des kits pour le démarrage de leurs activités. Chaque apprenant devait recevoir 2 béliers et ensuite une bassine, une mangeoire pour la ration de base, donc 2 bassines, une pierre à lécher et 2 sacs d'aliments concentrés. Ça, je crois que ça lui permet suffisamment de mettre à l'âme ces animaux et de les mettre sur le marché. L'un des bénéficiaires du projet, Ibrahim Dembélé, envisage de monter sa propre entreprise avec le peu qu'il a acquis. Pour ma part, depuis la fin de formation, j'avais déjà commencé de faire la bourse. Le mois de Tabaski passé, j'ai fait la mouche, mais j'ai pratiqué la formation qu'on m'avait dit, oui, quand même. Je vois vraiment que c'est très bénéfique par rapport. La formation m'a fait ouvrir les yeux pour ce qui concerne la mouche. L'objectif du projet est de former 1000 jeunes et femmes âgées entre 18 et 40 ans d'ici 2027 dans le milieu pastoral. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur media.sn.